4 voleurs armés sont entrés dans une banque en Argentine et ont pris des otages. La police a encerclé les lieux, et après plusieurs heures de négociations, les voleurs ont annoncé qu'ils allaient se rendre, à condition que la police leur apporte des pizzas. Les pizzas sont arrivées, mais soudainement, les voleurs ont coupé toutes les communications avec la police. La police a alors décidé de prendre d'assaut la banque, mais à l'intérieur, il n'y avait personne d'autre que les otages. En descendant au sous-sol, ils ont découvert que le coffre-fort de la banque avait été pillé, et il n'y avait aucune trace des voleurs ni aucun indice sur leur mode de fuite. Ils n'ont trouvé ni trou dans le sol ni aucune issue possible. La police s'est immédiatement tournée vers les otages, soupçonnant que les voleurs étaient peut-être cachés parmi eux. Alors, les voleurs étaient-ils vraiment cachés parmi les otages? Où sont-ils allés exactement? C'est ce que nous allons découvrir dans l'histoire d'aujourd'hui. En 2006, la plus grande opération de braquage de banque a été réalisée en Argentine, une opération intelligente et complexe à sa manière. Les voleurs qui ont exécuté cette opération étaient au nombre de 4. Le premier était le chef de l'opération, nommé Fernando Araujo. Le deuxième était l'ingénieur de l'opération, nommé Sébastien. Le troisième s'appelait Beto de la Torre, que nous allons surnommer le financier. Et le quatrième s'appelait le violent. 2 autres personnes les ont aidés de l'extérieur, mais leurs identités n'ont jamais été révélées. Le premier était surnommé le docteur et le deuxième le garçon. Je veux que vous vous souveniez de ces 4 noms, et je leur ai donné un surnom à chacun pour vous aider à les mémoriser. L'histoire commence avec Fernando, le chef et cerveau de l'opération. Cet homme est allé voir un jour un psychiatre et lui a dit « Je veux braquer une banque ». Le psychiatre était surpris et pensait qu'il parlait sous l'influence du cannabis, car Fernando était un consommateur régulier. Le médecin lui a donc demandé « Pourquoi avez-vous cette envie? Est-ce pour l'argent? Vous avez besoin d'argent ?» Fernando a répondu « Non, je n'ai pas besoin d'argent. Mais tu me connais, je suis un artiste, j'aime l'art, et je sens que je peux créer une œuvre d'art grandiose dans le domaine des braquages de banque. » Le médecin lui a alors demandé comment il comptait réaliser cette opération. Fernando a répondu « Je ne sais pas encore, mais ce sujet obsède mon esprit et mon être tout entier. J'y pense avant de dormir, après mon réveil, et à chaque instant de ma journée. Je veux braquer une banque. » À ce moment-là, le médecin a pensé que l'influence du cannabis était à l'origine de ses paroles. Mais en réalité, Fernando avait vraiment l'intention de braquer une banque et de réaliser le braquage de banque le plus intelligent et le plus grand dans les rues de Buenos Aires, la capitale argentine. Il a commencé à explorer les cibles potentielles pour l'opération et à trouver une banque appelée Banco Rio, l'une des banques les plus connues située dans un quartier très riche, où les riches déposaient leurs biens, leur argent et leurs objets de valeur. Fernando a ensuite réfléchi aux méthodes possibles pour réaliser l'opération. La première méthode consistait à entrer dans la banque armée lorsque la banque était ouverte, à prendre l'argent des guichetiers, et à partir rapidement avant que la police n'encercle l'endroit. Mais cette méthode était très risquée et ses gains seraient faibles, car il n'aurait pas le temps d'atteindre le coffre-fort et de le vider, il devrait partir rapidement avant l'arrivée de la police. La deuxième méthode consistait à entrer dans la banque lorsqu'elle était fermée. Cette méthode nécessitait généralement de creuser un tunnel sous terre pour atteindre le coffre-fort, mais elle présentait aussi un inconvénient, car la banque était équipée de capteurs thermiques et de systèmes d'alarme sophistiqués qui pouvaient rapidement détecter une intrusion dans le coffre-fort lorsqu'il était fermé. Les 2 méthodes étaient difficiles et très risquées. Fernando s'est dit que s'il devait prendre des risques de toute façon, il devait au moins obtenir le plus gros butin, ce qui signifiait qu'il allait opter pour la deuxième méthode, creuser un tunnel pour entrer dans le coffre-fort alors que la banque était fermée.
Il a alors commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait creuser un tunnel. Au début, il a pensé à louer un appartement au rez-de-chaussée ou un entrepôt proche de la banque et à creuser un tunnel qui atteindrait le coffre-fort par le sous-sol. Mais finalement, Fernando a découvert une surprise agréable qui allait lui épargner tout ce travail. Un jour, alors qu'il faisait des repérages, il a remarqué les bouches d'égout situées tout le long de la rue devant la banque. Il y avait une bouche d'égout environ tous les 10 mètres, ce qui signifiait qu'il y avait déjà un tunnel souterrain qui passait devant la banque. En suivant ces bouches d'égout tout au long de la rue, il est arrivé à un collecteur d'égout, qui se trouvait à seulement 150 mètres de la banque. Fernando a donc trouvé un tunnel déjà prêt. Il est immédiatement entré dans ce tunnel d'égout et a commencé à l'explorer. Au début, le tunnel était de forme carrée, mais après avoir marché environ 100 mètres, il est arrivé à un tunnel circulaire d'environ 6 mètres de diamètre, un tunnel immense s'étendant sous la ville et passant directement devant la banque. Maintenant, Fernando avait besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, car il était impossible de réaliser cette opération seul. La première personne à laquelle il a pensé était un de ses amis, nommé Sébastien Bosté, que nous surnommerons l'ingénieur, car cet homme était un expert en électronique et en mécanique. Fernando lui a présenté son plan. Sébastien était surpris, car d'après ce qu'il savait, Fernando n'avait pas de passé criminel ni d'expérience dans le domaine des braquages ou des vols. Tout ce qu'il connaissait de lui, c'était son amour pour l'art et le cannabis. Comment quelqu'un comme lui pouvait-il envisager de braquer une banque? Mais Fernando a commencé à lui expliquer en détail son plan, la manière dont il comptait atteindre le coffre-fort par le tunnel d'égout souterrain. Sébastien a alors commencé à prendre la proposition au sérieux, bien qu'il n'ait lui-même jamais volé quoi que ce soit de sa vie et n'ait jamais envisagé de s'engager dans ce domaine. Cependant, l'histoire de sa famille avec les banques était tragique. Son père et son grand-père avaient beaucoup souffert lors de l'effondrement du système bancaire en Argentine, une période où de nombreuses économies et sommes d'argent avaient été perdues, sans que personne leur rende justice. Sébastien a commencé à réfléchir à l'idée, voyant cela comme une sorte de justice. Pour lui, les banques étaient les méchants de l'histoire, et s'il volait une banque, ce ne serait pas un acte immoral à ses yeux. Ainsi, l'ingénieur Sébastien a décidé de rejoindre le chef Fernando dans l'opération. Ensemble, ils se sont rendus sur le site de la banque et ont examiné le tunnel d'égout situé en dessous, pour commencer à calculer où ils allaient creuser exactement. Tout d'abord, Fernando est allé chercher des rubans de mesure et a commencé à les descendre dans les bouches d'égout. Ces rubans allaient les aider à s'orienter dans le tunnel d'égout en leur indiquant précisément où ils se trouvaient et la distance qui les séparait de la surface. Ensuite, ils sont entrés dans la banque et ont pris quelques photos discrètement, faisant semblant d'être de nouveaux clients. Ils sont également descendus dans le sous-sol de la banque pour voir la salle des coffres. Ils ont pu en estimer la taille et le nombre de coffres-forts présents, qui se comptaient par centaines. Mais malgré tous ces calculs, tout restait approximatif. Ils n'avaient pas de chiffres exacts. Pour obtenir ces chiffres précis, ils devaient mettre la main sur les plans de l'immeuble de la banque, qui devait très probablement se trouver à la mairie. De plus, ils avaient besoin d'un soutien financier, car les outils que Sébastien, l'ingénieur, allait fabriquer nécessitaient de l'argent. C'est alors que Fernando, le chef, a commencé à chercher un nouveau partenaire pour les rejoindre. Il a contacté une personne surnommée le docteur. Cette personne, dont l'identité n'a jamais été révélée, jouait plus le rôle de coordinateur que celui d'un participant direct à l'opération. Le docteur a dit à Fernando qu'il le mettrait en contact avec les bonnes personnes pour les aider dans l'opération. La première personne était Beto de la Torre, que nous avons surnommé le financier. Beto était un ancien criminel et un homme de main, et même s'il n'avait pas d'expérience directe en braquage, il avait de l'expérience dans le monde des armes.
Fernando, l'artiste, et le docteur, cet homme mystérieux, sont allés ensemble rencontrer Beto, le financier. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Fernando lui a expliqué l'idée, et Beto a été enthousiaste à l'idée de les rejoindre. Mais il a rapidement précisé qu'il n'avait pas d'argent liquide disponible. Cependant, il possédait un camion qu'il pouvait vendre pour financer l'opération. C'est ainsi que Beto est devenu le troisième membre principal du gang. Le docteur, comme nous l'avons mentionné, reste une personnalité mystérieuse et n'était pas considéré comme un membre principal car il jouait plus le rôle de coordinateur et ne participait pas activement à l'opération. Fernando, le chef, avait aussi besoin d'une quatrième personne pour l'aider dans le travail manuel qui nécessitait de la force physique, car Sébastien, l'ingénieur, allait être occupé à fabriquer les outils. De plus, il avait des problèmes et des responsabilités familiales. Beto, le financier, était le plus âgé du groupe et se déplaçait lentement, donc il n'était pas suffisant à lui seul. Le docteur a suggéré un quatrième membre pour rejoindre le gang. Cet homme s'appelait Luis, que nous avons surnommé le viol ou le silencieux. Luis était également un ancien criminel et avait une grande expérience dans le domaine des voitures et des évasions de prison. Luis, le viol, était un homme au sang chaud, toujours prêt à recourir à la violence à tout moment, mais il était aussi intelligent et avait des talents d'acteur et de fraudeur. Il allait jouer un rôle crucial dans l'opération plus tard. Maintenant, le gang était complet: Fernando, le chef, Sébastien, l'ingénieur, Beto, le financier, et Luis, le viol. Les quatre ont commencé à discuter des détails de l'opération. Ils sont descendus ensemble dans le tunnel d'égout, ont examiné l'endroit et les calculs faits par Fernando et Sébastien. L'étape suivante était, comme nous l'avons dit, d'obtenir des plans précis du bâtiment de la banque. Luis, le viol, a dit au groupe: « Je vais vous apporter ces plans. » Lorsqu'ils lui ont demandé comment, il a simplement répondu qu'il allait les obtenir. Quelques jours plus tard, il est revenu avec les plans en main, bien qu'il ne sache toujours pas comment il les avait obtenus. Avait-il soudoyé quelqu'un ou s'était-il introduit dans la mairie? Personne ne le savait. L'essentiel était qu'il les avait. Grâce à ces plans, ils ont pu calculer précisément où ils devaient creuser à l'intérieur du tunnel d'égout, en fonction de la longueur du tunnel et de l'angle d'inclinaison nécessaire. Ils ont dessiné un plan détaillé avec tous les calculs nécessaires pour le creusement. Ensuite, ils ont commencé à rassembler les outils dont ils avaient besoin. Ils ont acheté un générateur fonctionnant au diesel, des outils de creusement, et de grands camions, et ont commencé à creuser sur le côté du tunnel. Il y avait toujours quelqu'un en haut, dans la rue, pour surveiller la situation et s'assurer que le bruit du creusement ne se faisait pas entendre à l'extérieur des égouts. Le creusement allait prendre plusieurs mois. Ensuite, il devait résoudre le problème des capteurs thermiques et des systèmes d'alarme qui allaient se déclencher. Ils devaient trouver un moyen de dissimuler leur chaleur corporelle pour éviter d'être détectés par les capteurs. Ils ont acheté des combinaisons faites du même matériau que celles utilisées par les campeurs et les alpinistes, ainsi qu'une caméra thermique, pour tester si la combinaison pouvait dissimuler leur chaleur corporelle. Mais cette idée des combinaisons était encore risquée. Il y avait toujours la possibilité que ces combinaisons échouent, surtout qu'il allait devoir beaucoup bouger à l'intérieur du coffre-fort, avec des outils et des objets qui pourraient être détectés par les capteurs. Globalement, cette idée n'était pas sûre et comportait un risque élevé. Fernando, le chef, était frustré par ce problème et continuait à réfléchir à un moyen de pénétrer dans le coffre-fort. Un jour, une idée folle lui est venue à l'esprit. Jusqu'à présent, il s'était concentré sur l'idée de braquer la banque alors qu'elle était fermée, en pénétrant dans le coffre-fort depuis le dessous sans que personne ne les voie. Il avait écarté l'idée d'une attaque armée, car la police aurait rapidement encerclé les lieux. Mais dans cette nouvelle idée, pourquoi ne pas combiner les deux méthodes?
creuser un tunnel et effectuer une attaque armée. L'idée était qu'au lieu d'utiliser le tunnel pour entrer, ils allaient l'utiliser pour sortir. Ainsi, les capteurs et les systèmes d'alarme n'auraient aucune importance. La police aurait déjà encerclé les lieux, mais ils n'auraient aucune idée que les voleurs allaient s'échapper par un tunnel souterrain. Quand Fernando a eu cette idée, il était surexcité et a commencé à chercher sur Internet pour voir si quelqu'un avait déjà tenté une opération similaire avant eux. Ne trouvant aucune référence, il pensait être le premier au monde à avoir eu cette idée. Quoi qu'il en soit, Fernando était convaincu que la police ne s'attendrait pas à une telle ruse. Quand il a partagé l'idée avec les membres de son équipe, ils étaient tous stupéfaits et enthousiastes. Ils devaient maintenant ajouter les armes et l'équipement nécessaires à leur plan. Beto, le financier, s'est chargé de fournir les armes puisqu'il avait de l'expérience dans le domaine en tant qu'homme de main. Cependant, il y avait quelque chose de spécial concernant ces armes, un détail que je ne révélerai qu'à la fin de l'histoire, donc gardez cela à l'esprit. Le plan a pris environ 1 an pour se concrétiser. Pendant cette année, ils ont terminé de creuser le tunnel et ont également construit une petite digue à l'intérieur du tunnel d'égout. L'objectif de la digue était de faire monter le niveau de l'eau à un certain niveau, car ils prévoyaient d'utiliser de petits bateaux pneumatiques dans le tunnel. Ils savaient que lorsqu'ils sortiraient avec leur butin, ils ne pourraient pas le transporter à pied, surtout avec de l'eau jusqu'à la taille, ce qui les ralentirait énormément. Ils avaient donc besoin des bateaux pour faciliter leur déplacement. La digue a été construite pour s'assurer que le niveau de l'eau serait suffisamment élevé pour permettre aux bateaux de circuler librement. Ils ont également étudié leurs plans d'évasion. L'idée initiale était de s'enfuir vers l'embouchure du réseau d'égouts, mais ils ont rapidement réalisé que la police pourrait se diriger directement vers l'embouchure une fois qu'ils comprendraient ce qui se passait, ce qui pourrait leur bloquer le chemin. Ils ont alors envisagé une autre direction, opposée à l'embouchure, et ont découvert que cette route était bien meilleure car elle comportait des centaines de sorties possibles. Ces sorties étaient des bouches d'égout situées tous les 10 mètres le long du tunnel. Après avoir étudié cette nouvelle direction, ils ont choisi une bouche d'égout spécifique pour leur évasion, située à environ 200 mètres de la banque. Ils ont décidé de garer un van directement au-dessus de cette bouche d'égout, et dans le plancher du van, ils ont découpé une ouverture qui correspondrait parfaitement à la bouche d'égout en dessous. Ainsi, ils pourraient remonter directement dans le van sans être vus. Beto, le financier, a acheté un petit van et a ramené dans son garage où le gang s'est réuni pour modifier le véhicule et ouvrir le plancher. Un jour, alors qu'il travaillait sur le van, la femme de Beto est entrée dans le garage. Tout le monde s'est tourné vers Beto, lui demandant ce qu'elle faisait là. Beto les a rassurés en leur disant qu'il avait confiance en elle et que tout allait bien. C'était la première et seule fois que les membres du gang rencontraient Elisa, une personne surnommée le fantôme, dont l'identité reste aussi inconnue que celle du docteur. Elisa était chargée de conduire le van et d'attendre les autres jusqu'à ce qu'ils remontent après avoir terminé l'opération. Tout était maintenant presque prêt. Il ne restait qu'un dernier problème à résoudre, ils avaient besoin d'un moyen d'ouvrir rapidement les coffres à l'intérieur de la salle des coffres. La salle contenait des centaines de coffres et les ouvrir manuellement prendrait trop de temps. Sébastien, l'ingénieur, a alors fabriqué un outil hydraulique qu'ils ont surnommé le canon. Cet outil était capable de défoncer les serrures des coffres en seulement 7 secondes par coffre, ce qui en ferait leur principal atout durant l'opération. Enfin, après toutes ces préparations et ces efforts, tout était parfaitement prêt. Le tunnel d'égout qu'il allait utiliser pour entrer en bateau était terminé, le tunnel qu'il avait creusé menait directement à la banque, et la salle des coffres se trouvait juste au-dessus, dans le sous-sol de la banque. À environ 200 mètres de là, ils avaient leur bouche d'égout de sortie, avec le van garé au-dessus, prêt à les accueillir pour l'évasion.
Le GAND a fixé la date de l'opération au 13 janvier 2006. Sébastien, l'ingénieur, a été le premier à entrer dans le tunnel d'égout, où les petits bateaux pneumatiques et les outils, dont le canon, étaient déjà prêts. Ensuite, Sébastien a traversé le tunnel jusqu'à atteindre le mur de la banque, derrière lequel se trouvait la salle des coffres, et il y est resté, attendant le signal de ses coéquipiers. Fernando, le chef, Beto, le financier, et Luis, le viol, se sont ensuite rencontrés devant la porte de la banque. Une fois qu'il était sûr que tout était en place et que chacun était à son poste, ils ont fait irruption dans la banque, brandissant leurs armes, et ont immédiatement pris en otage les clients et le personnel présent, leur ordonnant de s'allonger face contre terre. Le garde de sécurité de la banque, qui se trouvait dans la salle de surveillance, a verrouillé la porte derrière lui et a immédiatement alerté la police. Il n'a fallu que quelques minutes pour que les patrouilles de police, qui étaient proches de la banque, arrivent sur les lieux. C'est alors que Fernando a commencé à jouer une scène qu'il avait préparée à l'avance, appelée le plan Cuco. L'idée était de sortir un otage par la porte de la banque, en feignant de vouloir s'échapper, puis de revenir rapidement à l'intérieur dès qu'il voyait que la police avait encerclé le bâtiment. Le but de cette manœuvre était de tromper la police en leur faisant croire que les voleurs avaient tenté de s'enfuir avant que la police n'arrive. Ils avaient même garé une voiture factice devant la banque. Le chef des opérations de police en a déduit que les voleurs étaient piégés et qu'ils n'avaient pas d'autre issue. À l'intérieur de la banque, les voleurs avaient la situation sous contrôle, sauf pour un détail, le garde qui s'était enfermé dans la salle de surveillance et qui était en contact direct avec la police. S'il les voyait quitter la banque, il alerterait immédiatement la police, compromettant ainsi leur évasion. Ils ont donc tenté de négocier avec le garde. Luis, le viol, lui a dit qu'il ne lui arriverait rien, mais que si le garde ne sortait pas, la situation pourrait devenir dangereuse. Le garde a refusé de sortir et a insisté sur le fait qu'il ne se rendrait pas. Luis, le viol, a alors attrapé une employée de la banque et a pointé son arme sur sa tête, menaçant de la tuer si le garde ne sortait pas. Le garde est resté ferme dans sa décision, disant qu'il ne se rendrait pas. Cependant, l'employé de la banque, qui travaillait avec le garde et le connaissait, a commencé à le supplier en pleurant, lui disant qu'elle voulait voir sa fille à nouveau. Le garde, incapable d'ignorer ses pleurs et ses supplications, a finalement cédé et a dit à Luis, le viol, « D'accord, je vais sortir, mais ne faites de mal à personne. » Le gardien a alors ouvert la porte, a posé son arme sur la table et s'est rendu au voleur. Ensuite, Luis, le viol, a commencé à fouiller le gardien de la tête aux pieds et lui a pris son téléphone. Puis, il lui a dit de partir. Le gardien, perplexe, a demandé pour s'assurer, « Je dois vraiment partir par cette porte ?» Luis lui a répondu, « Oui, pars. » Le gardien est sorti, les mains en l'air, et s'est dirigé vers la police et les forces spéciales qui entouraient l'endroit. Le chef des opérations lui a demandé ce qui se passait à l'intérieur, et le gardien lui a rapporté qu'il avait vu 3 voleurs armés, et qu'il retenait environ 30 otages dans la banque. Il a également vu l'un des voleurs, masqué, tenant un téléphone en main et faisant signe à quelqu'un dehors. Il semblait leur dire de téléphoner, en utilisant le téléphone du gardien. Au même moment, le chef Fernando a communiqué avec l'ingénieur Sébastien, qui attendait dans le tunnel, juste à l'extérieur du mur de la salle des coffres. Fernando lui a dit de pénétrer dans le mur. Sébastien a donc commencé à creuser de l'extérieur, et il a ensuite entendu un bruit de tiroir qui bougeait de l'autre côté du mur. Ce bruit provenait de Ronaldo, qui déplaçait un meuble de rangement situé exactement à l'endroit où Sébastien creusait. À chaque instant, il craignait d'avoir creusé au mauvais endroit. Sébastien l'ingénieur est finalement entré dans la salle des coffres avec son équipement hydraulique, et a commencé à travailler. Pendant 2 heures,
Ils ont dû ouvrir le plus grand nombre possible de coffres, estimant qu'ils pourraient en ouvrir environ 400 en 2 heures. Sébastien ingénieur et Fernando le chef sont restés dans la salle des coffres pour exécuter le pillage, tandis que Luis, le viol, et Bento, le financier, restaient en haut pour garder les otages et distraire la police jusqu'à ce que les 2 heures soient écoulées, comme prévu. Luis, le viol, qui tenait le téléphone, avait un talent pour le théâtre et la tromperie. Il a réussi à embrouiller la police, se créant même un personnage surnommé « l'homme au costume gris », qui est devenu célèbre dans les médias qui couvraient l'événement en direct. Le chef des opérations, lorsqu'il a téléphoné à Luis, était surpris de voir à quel point cet homme leur parlait calmement. Il regardait Luis, le viol, à travers son télescope depuis la fenêtre de la banque, le voyant assis sur une chaise, une jambe croisée sur l'autre, complètement étendu, comme s'il ne se souciait de rien. Le chef des opérations a alors compris qu'il avait affaire à un homme expérimenté et rusé. Et effectivement, Luis l'a coupé dans ses pensées en lui disant « Écoute, mon ami, je viens juste de sortir de la prison de Sing Sing après y avoir passé 15 ans. Ce n'est pas mon premier braquage, je connais vos procédures et je sais que tout peut mal tourner pour les otages si vous faites une erreur. » Le chef des opérations lui a répondu « Très bien, ne t'inquiète pas, nous ne ferons rien d'imprudent. » Luis lui a alors dit « On vient de te libérer le gardien, pourquoi es-tu encore si gourmand ? La gourmandise, ce n'est pas bien. Ne nous demande pas de libérer d'autres otages, c'est nous qui déciderons quand les libérer. D'accord ? Allez, au revoir. » Et il a raccroché au nez du chef des opérations. De cette manière, Luis a prouvé au chef des opérations qu'il contrôlait la situation et l'a obligé à réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision précipitée. C'est tout ce dont les voleurs avaient besoin, du temps. L'une des choses amusantes qui s'est produite, c'est que Luis, le viol, et Bento, le financier, ont découvert qu'une vieille dame parmi les otages fêtait son anniversaire ce jour-là. Ils sont allés à la petite cuisine de la banque, ont ramené un gâteau, et ont commencé à chanter « Happy Birthday » pour elle, obligeant même les autres otages, allongés par terre, à chanter avec eux. À la fin, ils lui ont dit qu'il allait lui offrir un cadeau d'anniversaire, sa liberté. Ils l'ont effectivement libérée, la laissant sortir de la banque. Cette histoire a été rapportée par plusieurs sources, mais en raison de son caractère inhabituel, elle reste à vérifier. Quoi qu'il en soit, les communications entre Luis, le viol, et le chef des opérations ont continué, avec Luis inventant à chaque fois une nouvelle histoire ou une excuse pour les distraire. À un moment donné, il leur a même dit de contacter son avocat pour négocier les conditions de leur reddition, et leur a donné un numéro de téléphone appartenant en réalité à l'un des otages, prétendant que c'était celui de son avocat. Lorsque la police a appelé ce numéro, censé être celui de l'avocat, Luis a répondu lui-même, changeant sa voix pour prétendre être l'avocat et disant qu'il était en route pour négocier avec eux. Cet homme était vraiment surprenant, réussissant seul à duper la police et à les occuper pendant les 2 heures dont ils avaient besoin. Malheureusement, après ces 2 heures, l'outil hydraulique de l'ingénieur Sébastien et du chef Fernando a commencé à surchauffer, rendant difficile son utilisation à pleine capacité. Mais malgré cela, les gains qu'ils ont réussi à accumuler étaient considérables, suffisants pour eux. Ils ont donc décidé de ne pas prendre plus de risques et de respecter le délai qu'ils s'étaient fixé. Ils ont refusé de se laisser aveugler par la cupidité. Le chef Fernando a alors contacté Luis, le viol, et lui a dit qu'il allait mettre en œuvre le plan d'évasion de la banque. À ce moment-là, Luis a joué sa dernière carte contre la police. Il a appelé le chef des opérations et lui a dit « Écoute, nous sommes prêts à nous rendre, mais nous savons que nous allons être en détention pendant longtemps sans avoir de repas satisfaisant. Avant de nous rendre, nous voulons une pizza. » Le chef des opérations a répondu « D'accord, nous vous apporterons une pizza italienne authentique.
Louis lui a alors donné le nom d'un restaurant très éloigné de la banque pour les retarder le plus longtemps possible. Le chef des opérations a accepté et a dit à ses hommes de la chercher dans ce restaurant. Après cet appel, Louis a coupé toutes les communications. Louis et Bento, qui étaient en haut, ont ordonné aux otages de rester allongés, le visage contre le sol, sans bouger, les menaçant de tirer sur quiconque bougerait. Pendant ce temps, Fernando et Sébastien, qui étaient dans la salle des coffres, ont rassemblé tous les gains dans des sacs, les ont fait passer par le tunnel qu'il avait creusé, et ont rejoint Louis et Bento dans la salle des coffres. Avant de partir, ils ont étendu une petite couverture sur le sol, y ont déposé leurs armes, et nous comprendrons plus tard pourquoi ils ont fait cela. Ensuite, ils sont sortis par l'ouverture dans le mur, ont remis le meuble de rangement en place pour couvrir l'ouverture, et ont même placé un objet ressemblant à une bombe sur l'ouverture. Ils sont alors rapidement descendus dans les petits bateaux pneumatiques qui les attendaient en bas, ont chargé les sacs sur l'un des bateaux, et sont montés dans l'autre. Les deux bateaux étaient reliés par une corde, et ils ont avancé le long du tunnel d'égout jusqu'à atteindre l'ouverture prévue pour leur sortie. Ils ont emporté les sacs avec eux, sont montés par l'échelle, et à la surface, la camionnette les attendait avec le chauffeur. Ils ont mis les sacs dans l'ouverture au sol du van, et la voiture était à peine suffisante pour contenir tous les sacs qu'ils transportaient. Ils ont ensuite démarré la voiture sans que personne ne les remarque. Ils se sont dirigés vers la maison sécurisée qu'il avait préparée à l'avance. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils ont garé le van dans le garage, déchargé les sacs de butin, et la première chose qu'ils ont faite a été d'allumer la télévision pour regarder les nouvelles et voir ce qui se passait, pour savoir si la police les poursuivait ou non. Ce qui est drôle, c'est que la police n'avait même pas encore pénétré dans la banque, alors que le gang regardait la télévision en étant ravi de ce qui allait se passer après. Lorsque la pizza que Louis avait commandée est finalement arrivée, le chef de l'opération a essayé de le contacter à plusieurs reprises, mais tous les efforts de communication ont échoué. Il a donc décidé qu'il était temps d'intervenir et a ordonné à ses unités des forces spéciales d'envahir les lieux, prêtes pour un affrontement armé. Mais lorsqu'ils ont fait irruption, ils n'ont trouvé que les otages allongés sur le sol. Comme les voleurs avaient caché l'ouverture dans le mur avant de partir, la police ne comprenait pas où ils étaient passés ni comment ils s'étaient échappés. Ils ont même supposé que les voleurs s'étaient cachés parmi les otages d'une manière ou d'une autre. Lorsque les otages ont été sortis de la banque, ils ont été arrêtés jusqu'à ce que leur identité soit confirmée. Finalement, après un certain temps de fouilles, ils ont découvert l'ouverture derrière la commode, mais le problème était qu'il y avait quelque chose ressemblant à une bombe devant eux. L'équipe de déminage a découvert que ce n'était qu'une fausse bombe. Tout cela se passait alors que le gang se reposait tranquillement à la maison, regardant la télévision et célébrant leur victoire. Ensuite, ils ont partagé le butin entre eux sans même le peser ou le compter, car cela aurait pris trop de temps. Leur butin représentait une petite montagne composée d'argent, d'or et de bijoux. Ils ont estimé que la valeur totale des biens volés s'élevait à 19 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand braquage de banque de l'histoire de l'Argentine. Après avoir partagé le butin entre eux, le plan était que chacun aille de son côté et qu'ils ne se revoient plus jamais. Chacun a pris sa part, est monté dans sa voiture et est parti. Tous étaient évidemment heureux, mais pour l'un d'entre eux, cette joie n'allait pas durer longtemps et il allait entraîner les autres. Cette personne était Beto, le financier. Lorsque Beto est rentré chez lui, sa femme Elisa et ses enfants l'attendaient avec impatience. Comme mentionné précédemment, Elisa était au courant du coup, elle attendait donc avec excitation la richesse qui allait changer leur vie pour toujours. Beto a célébré cette nuit-là avec sa femme et ses enfants. Le temps a passé et un jour, lorsque Beto est rentré chez lui après être sorti avec des amis, il a remarqué qu'un des sacs de butin qu'il avait caché dans une cachette de la maison n'était plus à sa place.
Quand il a ouvert le sac, il a découvert qu'une grosse liasse d'argent avait disparu. Il s'est alors dirigé vers sa femme et lui a demandé : « As-tu pris de l'argent dans ces sacs ?» Elle a répondu froidement : « Oui, j'ai pris 5 ou 6 petites liasses. » Gardez à l'esprit que ces 5 liasses contenaient environ 300 000 $. Beto, choqué, lui a dit : « Nous essayons d'éviter de faire des vagues. Comment peux-tu prendre autant d'argent sans m'en parler ? Tu vas nous faire découvrir. » C'est à partir de là que les disputes ont commencé, et il lui a demandé de rendre l'argent, mais elle a refusé. La dispute s'est intensifiée, au point que Beto a fini par prendre tout son butin et les sacs qu'il avait à la maison pour les cacher ailleurs. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme, nourrissant de la rancœur envers lui, a aussitôt quitté la maison pour se rendre au poste de police et le dénoncer. Elle pensait peut-être qu'il la trompait avec une autre femme et croyait qu'il avait pris l'argent pour s'enfuir avec sa maîtresse secrète. Imaginez donc que la jalousie était à l'origine de tout cela, même si Beto n'avait aucune maîtresse, bien au contraire, il aimait sa famille et ne les aurait jamais quittés. Il y a beaucoup de détails sur ce qui s'est passé ensuite, mais nous ne les mentionnerons pas en détail car ils ne sont pas importants. En bref, Beto a été arrêté et malgré son refus de dévoiler l'identité de ses complices, l'aide de sa femme et d'autres preuves, telles que la traçabilité des téléphones, ont finalement permis de découvrir l'identité des cadres qui ont exécuté le braquage. Un avis de recherche a été émis contre eux. Chacun est parti dans une direction différente, mais ils ont tout fini par se faire attraper. Par exemple, Fernando, le chef, s'était réfugié dans une tente au milieu d'un endroit isolé, mais les patrouilles de la garde nationale ont réussi à le capturer. Luis, le violent, avait même quitté l'Argentine pour se rendre en Uruguay, son pays d'origine, mais même là-bas, il a été arrêté. Sébastien, l'ingénieur, a été le plus facile à arrêter, car il était simplement chez lui. Les 4 ont été capturés et jugés. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des biens volés n'ont pas été retrouvés. Les voleurs les avaient cachés dans des endroits difficiles à trouver et ont refusé de révéler où ils les avaient mis. Finalement, ils ont été condamnés à des peines allant de 9 à 15 ans de prison. Mais aucun d'entre eux n'a purgé l'intégralité de sa peine. Au contraire, ils ont tous été libérés après une période relativement courte, grâce à leur bonne conduite. Fernando et Sébastien ont purgé environ 6 ans chacun, et Beto a purgé 8 ans. C'était beaucoup moins que ce qu'il avait initialement écopé, et la peine était déjà légère. Alors, vous vous demandez peut-être, comment un braquage de plusieurs millions armé peut-il recevoir une peine si légère ? La principale raison réside dans les armes qu'ils ont utilisées. Souvenez-vous, je vous ai dit que leurs armes avaient quelque chose de spécial. De plus, lorsqu'ils sont sortis de la banque, ils ont soigneusement déposé leurs armes sur un tapis pour que ce soit bien visible. La raison ? Leurs armes étaient fausses, ce n'étaient pas de vraies armes. Imaginez, ils ont réalisé un braquage aussi massif, pris des otages, et ont déjoué la police et les forces spéciales. Le but était que si jamais ils étaient arrêtés, ce qui s'est effectivement produit, la peine pour un braquage non armé serait bien moins sévère que celle pour un braquage à main armée. C'est ce qui a conduit à des peines légères et à des libérations anticipées.